Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition contre-visite par Loup Blanc Immobilier, donc première web radio tous ensemble. On est cinq autour de la table aujourd'hui. On a Dylan. Dylan, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Julien, ça va très bien, je te remercie. Dylan, associé de l'agence Loup Blanc Immobilier. On a deuxième associé Stéphane qui est là, en forme, Toujours en forme. toujours en forme, bon parfait. On a Julien également, agent commercial depuis le début d'année, depuis janvier Tout à fait. 2025. Est-ce que toi aussi tu es en forme En aujourd'hui? forme, Prêt pour cette première émission? bien sûr. Ouais. Parfait. Et notre invité de marque, le premier invité, Pierre Roca de Négopray. Comment tu vas, Pierre? Est-ce que tu es heureux d'être le premier invité de cette émission? Ouais, je suis touché. Merci Ouais. beaucoup. Merci beaucoup de cette invitation et puis j'espère être à la hauteur. Bon, en tout cas, c'est un plaisir pour nous tous de te recevoir aujourd'hui. On espère que les échanges seront à la hauteur des invités, mais j'ai pas trop de doute à ce niveau-là. J'ai Pour l'impression. une première émission, on va un petit peu présenter quand même le contexte. L'agence Louplin Immobilier, pardon. 2 ans qu'on est en place. Stéphane, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'agence, l'évolution, comment tu te sens dans cette agence? Loup Blanc Immobilier, à la base, c'est pour moi une aventure humaine. C'est aussi la concrétisation de beaucoup d'efforts et de travail dans l'immobilier. Et là, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu en arrière, vraiment pas de doute sur le fait d'avoir choisi de prendre cette opportunité. Moi, ça me fait plaisir d'être associé avec vous, d'avoir Dylan et Julien, évidemment, d'avoir des commerciaux et des conseillers qui travaillent aussi bien que Julien Gillot pour le coup, et d'être entouré de beaux partenaires comme peut l'être Pierre. Voilà, ça peut paraître le petit moment émotion, mais c'est réel et c'est sincère. Je suis très content d'en être là aujourd'hui. C'est une agence qui s'est développée à 3 au départ, à 12 aujourd'hui, sans compter nos partenaires qu'on a autour. euh, comme Pierre, comme les notaires, comme les banques, comme voilà, tous les interlocuteurs qu'on peut utiliser, les diagnostiqueurs, etc. Donc c'est très content. Donc, Pierre, je vois que tu souris un petit peu. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'agence, toi qui nous connais un petit peu d'avant et qui a vu le développement de cette agence en 2 ans? Un petit mot pour tes partenaires, on va dire, de travail et puis pour l'agence. Qu'est-ce que tu en penses? C'est beau parce que c'est vrai que j'ai eu l'honneur de pouvoir grandir l'agence. Je vous ai vu faire les travaux avant même de commencer. J'ai vu les premiers entretiens, j'ai vu les premières personnes, ça fait plaisir de voir que cette agence a bien grandi. Ouais, Et je bah, vous souhaite d'ailleurs que ça continue ainsi. et en parlant de développement, donc on a Julien qui est arrivé cette année. Toi, comment tu te sens? Parce que pour rappel, Julien vient quand même, tu étais ingénieur informatique avant tout à fait. et tu faisais de l'immobilier à côté, hein, Ouais. et tu as fait le grand saut, entre guillemets, et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? L'intérêt pour l'immobilier, hein, la passion, on va dire, hein, tout simplement, hein. Et puis j'ai eu la chance d'être bien entouré et bien accueilli aussi dans l'équipe. Donc, Pour la petite histoire, c'est Stéphane qui. Julien était le client de Stéphane et c'est Stéphane qui a ouais, recruté Julien en tant que, ouais, tout en à tant que fait. conseiller immobilier. Et Qui plutôt lui a vendu un bien. il Ouais, y a vendu un bien et il ouais, en a profité tout à évidemment. fait. Bon, on s'est rencontrés à l'agence, Ouais, premier rendez-vous. découverte du client à l'agence. On a bien cerné les besoins. C'était pour de l'investissement. Oui. Un studio, l'idée c'était vraiment un Ouais, c'était studio. un studio, ouais. Tu avais un petit coup de retard sur un studio qui était situé en vieille ville à Belfort. Ouais, Et je t'ai dit, là, il faut qu'on se voit et qu'on en discute. Et j'avais tout de suite autre chose à lui proposer. On a bien échangé, on s'est vu plusieurs fois. Et puis aujourd'hui, c'est un bel investissement que tu fais tourner avec le service conciergerie tout aussi. à fait. De A à Z chez Loup Blanc. Ouais, bah, c'est parfait. Parce que pour rappel, on propose de la transaction, de la gestion locative et un service également de conciergerie, donc gestion, tout ce qui est courte durée, Airbnb Booking, un peu, grossièrement. Dylan, on en discutait un petit peu tous les deux avant l'émission, cette agence. Toi, tu connais bien Stéphane, tout particulièrement aussi avant l'agence. Alors, on est aussi des amis de base, mais d'un petit lien particulier aussi avec Stéphane à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un petit peu Stéphane qui m'a permis de mettre un pied dans l'immobilier. J'avais toujours eu cette petite appétence, on va dire, pour ce secteur-là. Et quand j'étais un petit peu plus jeune, en 2019, je voyais un petit peu, avec un peu de recul, ce que faisait Stéphane. J'avais envie de me joindre à lui. Je lui ai demandé des conseils, je lui ai demandé comment ça se passait le quotidien d'un agent immobilier. Il m'a il m'a obtenu, on va dire, un entretien d'embauche dans notre précédente
dans notre précédente agence, que j'ai passé brillamment, bien évidemment. Et puis je l'ai rejoint. On a travaillé ensemble pendant quelques temps. On a été séparés pendant quelques temps pour les aléas, on va dire, de notre cursus. Et puis on s'est réunis depuis 3 ans maintenant que le projet a vu le jour. Parce que oui, ça fait 2 ans et demi qu'on est ouvert, mais le projet a quand même est né beaucoup plus tôt, avec, comme tu l'as dit Julien, cette attache qu'on a les trois, et puis forcément ces atomes crochus, cette même façon de voir la chose, de concevoir le travail, d'avoir les mêmes valeurs humaines également, ça nous aide au quotidien pour faire une agence à notre image, et ce qui nous permet aujourd'hui de dire que Loup Blanc est un succès. Très bien, tu as complètement résumé la chose. Donc, pour rappel, pour résumer, Loup Blanc Immobilier, c'est une équipe de 7 collaborateurs. Réunis, on est 7 à la transaction. Il y a de la gestion locative, il y a de la conciergerie, et c'est une équipe qui fonctionne ensemble, où Stéphane, Dylan et moi sommes associés depuis le début. Et cette émission, puisque c'est quand même le thème du jour, cette web radio, elle aura pour but, donc il y aura d'autres numéros, de vous parler un petit peu d'actualité immobilière, d'actualité parfois un petit peu aussi économique, puisque c'est forcément lié, sur ce qui se passe au niveau local, au niveau national aussi, et puis d'avoir donné aussi un peu, partagé nos expériences personnelles, professionnelles, des retours clients avec des invités tels que le courtier, voilà, donc des choses qui peuvent être vraiment intéressantes et qui vont aussi apporter à nos auditeurs des informations intéressantes et des nouveautés. On va aller sur des sujets d'actualité, on va aller sur des réformes, on va aller sur du taux d'intérêt, enfin, on va voir beaucoup de choses ensemble sans se cacher les choses. Euh, Moi, je me posais une question, Pierre, pourquoi le courtage? Pourquoi le courtage? En préparant l'émission, je me suis dit pourquoi Pierre a voulu partir dans le courtage immobilier. De base, ça fait assez rire les gens, mais par dépit. Parce que c'était pas du tout prévu. Le courtage, c'est méconnu. Donc, t'imagines bien qu'à 18 ans, on se dit pas, je veux être courtier. C'est la volonté d'aider, c'est la volonté de faire quelque chose d'utile et qui m'a mené là. Et en fait, voilà, c'est une histoire qui est familiale de base, parce que mon père est courtier, c'est transmis de père en fils. Et en fait, au départ, je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Il m'a montré, il m'a guidé. Et en fait, ça m'a plu. J'ai été baigné là-dedans. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est fait pour moi. Tout simplement. Tu t'épanouis à fond dans le métier. J'adore ce que je fais. Oui, Ouais. ça c'est un fait. Ça, c'est quelque chose d'important, puisque je pense on a des métiers où on ne sait pas le lundi matin combien d'heures on fera dans notre semaine. Oui. Clairement, Je pense sincèrement que s'il n'y a pas de passion, on est d'accord. Non, on va pas très loin. Et si on n'aime pas ce qu'on fait dans ces métiers-là, hein, je pense à l'agent immobilier, je pense au courtier, on peut peut-être mettre dans la boucle les diagnostiqueurs, enfin, Bien sûr. cet écosystème qui gravite un petit peu là autour, il faut être passionné pour transmettre ça aussi à nos clients, leur montrer notre passion pour qu'ils comprennent ce qu'ils visitent et qu'ils se sentent aussi à l'aise avec nous. Et on le voit quand on discute tous ensemble, on peut en discuter dans les émissions, on peut en discuter au restaurant, on peut en discuter autour d'un café, d'un verre d'eau, on peut aller sur plein de sujets. Et Dylan, t'en es le premier exemple. On va être tous les deux. On peut parler de foot pendant 10 minutes en attendant notre commande au café. Et puis pendant une demi-heure, parler des nouvelles lois Clairement, sur et puis l'immobilier. ça me fait penser surtout quand j'ai démarré l'immobilier aussi, c'était avec Stéphane, le réflexe qu'on avait, tellement c'est un métier passionnant, un métier prenant, le week-end, quand on était le samedi soir en repas avec des amis, moi le premier sujet que j'avais envie d'aborder, que ce soit avec Stéphane, de parler des sujets qu'on avait, des dossiers qu'on avait en cours, mais même parfois avec ma compagne, parler avec tous mes amis, etc. Et des fois, ça peut peut-être même être frustrant pour eux de nous entendre parler systématiquement d'immobilier, parce que pour nous, c'est pas un métier, c'est juste une passion, c'est le quotidien. Je vais pas dire qu'on voit que ça, parce que comme tu l'as dit, on parle de foot, on parle d'autre chose, et heureusement qu'on arrive à faire la bascule de temps à autre, mais c'est vrai que c'est un métier qui nous Ça peut prend. être
insupportable pour notre entourage. Ouais. Mais C'est ce que je pense. ça peut être insupportable pour notre entourage, mais c'est toujours eux qui nous lancent là-dessus. C'est vrai. Nous, on appuie sur le bouton, après c'est parti, on connaît. on peut plus s'arrêter. Donc, Message à c'est- nos proches, ne nous lancez jamais, sinon on est inarrêtable. Ça me fait pas du coup penser, toi Julien, qui était dans l'informatique avant, maintenant dans l'immobilier, est-ce qu'on te pose plus de questions maintenant que tu es dans l'immobilier ou est-ce qu'on t'en posait plus avant ou c'est la même chose ou t'as Bah, vraiment moi- senti senti Ouais, la on différence? m'en pose plus, hein. De toute façon, quand on est dans un métier, l'entourage nous pose des questions sur le métier. Avant, j'étais dans l'informatique, ils me disaient tu peux venir récupérer ou réparer mon ordinateur. Puis là, maintenant, c'est à l'inverse. Est-ce que tu peux m'aider, m'accompagner dans une recherche d'appartement? Je fais même des contre-visites avec de la famille pour vérifier si tout va bien dans Apporter l'appartement. ton expertise. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. D'autant plus que l'immobilier, c'est quand même un thème, c'est quand même un sujet qui concerne tout le monde. Tout le monde a besoin d'avoir un toit au-dessus de sa tête, que ce soit sur de la location, que ce soit en étant propriétaire. On est tous confrontés un jour ou un autre à avoir affaire avec un agent immobilier, peu importe voilà, qu'on soit vendeur, propriétaire, bailleur, locataire. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on peut facilement aborder au point d'une discussion en repas de famille le dimanche, à Noël. C'est le sujet immobilier qui va revenir en devant. Les informations sportives, la politique et l'immobilier, entre guillemets. Et c'est dans ces métiers qui peuvent être très importants parce qu'on va toucher quand même des points pour les clients qui vont changer leur vie. Enfin, changer d'appartement, que ce soit de la location, que ce soit de l'achat ou de maison, c'est un nouveau step, hein. C'est une nouvelle aventure. Et partager ça avec les clients, moi je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. On l'a vu aussi pendant l'époque du Covid, le premier confinement, où tous les métiers pouvaient continuer un petit peu à travailler par télétravail, mais nous, en tant qu'agent immobilier, on n'avait pas le droit de travailler, on ne pouvait pas faire de visites, etc. Ben, on voyait tous les métiers qui gravitaient autour de nous, qui ne pouvaient pas travailler et qui étaient un petit peu en stand-by, les courtiers, les banques, les notaires, les artisans également. Donc quand l'immobilier bat un petit peu de l'aile ou qu'il y a des problématiques, qu'il y a des contraintes, ben, c'est pas seulement les agents immobiliers qui sont un petit peu dedans, c'est vraiment plein d'aspects de la C'est un société. écosystème, ouais. Exactement, c'est tout un écosystème et tout le monde est baigné dedans. Complètement d'accord et tu fais un petit peu la transition parce que évidemment donc là c'est parfait, on s'est présenté, on a présenté un peu l'agence, le concept. On va avoir dans cette émission du contenu et des vrais sujets. On va aller sur le premier gros sujet et qui est la loi d'Aubier. La loi d'Aubier, pour vous faire un petit rappel, même si tout le monde la connaît là autour de la table. Donc c'est une loi qui a été faite en 2025, donc juin 2025, donc elle a quelques mois, d'un député, donc Monsieur Daubier, qui a pour but de faciliter les démarches administratives pour transformer tout ce qui est non résidentiel, donc les locaux commerciaux, des bureaux, ça peut être du parking même, en habitation. Donc cette loi-là, elle est mise en place depuis le mois de juin. Les maires, ils ont la possibilité d'utiliser ce levier-là ou pas. Ça reste à la disposition des maires. Mais pour remplir des bureaux, des anciens magasins qui se vident, ça peut être un levier à actionner et aussi pour trouver de la place au logement, puisqu'on sait que tous les ans, on a besoin de logements supplémentaires en France. Et pour éviter de continuer à s'agrandir ou de construire dans des zones où on ne peut plus aussi, on peut utiliser ce levier-là. Ça fait tout de suite le lien avec notre expérience qu'on peut avoir tous ensemble. On voit quand même de plus en plus, enfin moi à titre personnel, quand je me balade à Belfort, si je me balade aussi sur Montbéliard ou même à Mulhouse, Mulhouse peut-être un peu moins actuellement, des locaux vides. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Est-ce qu'elle arrive à point nommé? Est-ce que vous la voyez d'un mauvais œil? Peut-être Julien, toi, comment tu vois cette loi qui vient d'arriver cet été? Ça peut être une opportunité, en effet. Premièrement, pour redynamiser un quartier, le centre-ville, quand il y a des locaux qui se vident, du coup, il y a moins d'activité. Et potentiellement, ça peut redynamiser, apporter un peu plus de flux dans la ville. Ouais. Alors, moi, je me pose quand même des questions parce que je me demande, est-ce que tous les locaux commerciaux Ouais. sont transformables? C'est ça, Il y a des contraintes techniques aussi. il y a des contraintes techniques. Ouais. Je ne sais pas, Stéphane, toi, peut-être ce que tu en penses là-dessus. Je pense que tous les locaux ne sont pas transformables au niveau technique et ne doivent pas être transformables parce que si on change tout, en fait on n'a plus de centre-ville, on n'a plus de rue piétonne, on n'a plus parce que si on suit cette logique, ça peut être une métamorphose complète de tout notre environnement.
Et ça peut nous priver de liens sociaux, ça peut nous priver de lieux de rencontre. Enfin, les boutiques, les magasins, c'est aussi des points qui sont importants pour le dynamisme d'une ville. Et c'est vrai que si on change complètement la face de ces allées, de ces rues piétonnes, je pense que c'est problématique pour l'économie et pour la vie en général dans le secteur, parce qu'on s'imagine vraiment, imaginons on n'a plus de boutiques dans le centre-ville de Belfort, de Montbéliard, peu importe, on n'a plus de boutiques, c'est que de l'habitation. Bah, en fait, ça devient des quartiers résidentiels, des endroits un petit peu. En fait, on croise son voisin et puis c'est tout. Il n'y a plus de lieu d'échange, ça devient un peu. Alors là-dessus, je Mais suis complètement d'accord avec toi, mais pour moi, cette loi, elle n'a pas vocation à forcément faire que les gens vont déserter les Mm, centres-villes. C'est justement pour répondre à cette mm, désertification qui a déjà lieu. Tu parlais tout à l'heure de Mulhouse, bien de sûr. Belfort, et je trouve, voilà, on se baladait ce week-end Grosse à... ligne Bien 13. sûr, mais c'est un peu un typiquement, pansement. on se baladait ce week-end à Montbéliard, on était les trois ensemble. Bah, on voulait chercher, on était samedi à 15h, tu veux chercher un café, tu veux chercher un commerce, etc. Combien de boutiques on a vu rideaux fermés alors que tu es censé être dans une grande ville de l'aire urbaine, tu es censé à samedi après-midi, c'est là où tu vas faire du flux. Il faisait Bah beau. maintenant, il faisait très beau en plus. Maintenant, on constate, il y a des grandes zones industrielles qui se construisent. On le voit à Besoncourt, c'est beaucoup maintenant des zones industrielles Ah, mais qui c'est à restent l'extérieur aussi. à l'extérieur des villes. Et cette loi-là, pour moi, je le vois plus comme une opportunité, justement. Les locaux, quoi qu'il en soit, ils seront vides. Mhm. Donc, autant les aménager. Comme tu l'as dit, Julien, par contre, bah, c'est pas forcément aménageable systématiquement parce qu'on va pas se mentir. Souvent, c'est une vitrine, une arrière-boutique et puis il n'y a pas forcément de vitre à l'intérieur. Souvent, en centre-ville, on va avoir des bâtiments qui sont à droite, à gauche, donc on peut pas faire les ouvertures comme on veut, etc. Donc, on est aussi vite limité à ça. Mais je pense que ça peut être une très très bonne opportunité à Belfort et peut-être encore plus dans des grandes villes qui sont plus confrontées à cette problématique avec le tourisme, avec le Airbnb. Je pense que des villes très touristiques, bah, je mets encore de côté Paris, Marseille, Lyon, etc. Mais ne serait-ce que Strasbourg, Colmar, des villes qui restent proches de nous, sont confrontées à ce problème. Et ça peut être vraiment une très très belle opportunité, je pense, pour ces communes. Moi, je te rejoins là-dessus. Ah, Pierre, je te redonne la parole. Et ça me fait penser aussi un petit peu à toi, Pierre. Ton agence, ta structure, vous êtes en centre-ville, Oui, à tout à Belfort. fait. Donc toi, t'es en plein dedans. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement, Bah, des justement, commerces? Est-ce que tu trouves un bien? Est-ce que les centres-villes se désertent pas? Est-ce qu'ils sont pas, on va pas dire le terme mourir, il est trop fort. non. Mais est-ce qu'ils sont pas sur le déclin par rapport à des zones comme Bessancourt qui sont peut-être plus attractives? Je pense qu'effectivement, il y a un nouveau système organisationnel de tout l'aspect commercial en fait des villes. C'est vrai qu'effectivement, on le voit, on le constate, c'est que les entreprises, enfin, les commerces de centre-ville s'exilent un petit peu en première, seconde couronne. Ça peut être très bien. Maintenant, je trouve que ça pose un problème quand même sur un fait, c'est les bureaux. Parce que certes, hein, c'est bien, on va tous le samedi à Besoncourt, Mhm. à Andelnans faire ses courses, mais je pense que pour des bureaux qui profitent justement des commerces où on pense pas à la petite couturière qui n'aura pas forcément les moyens d'aller dans des gros sites comme Besoncourt, elle aura moins de visibilité, je pense. Parce qu'effectivement, le samedi, les gens ils vont plus venir en centre-ville pour voir un petit peu, Mhm. puis connaître en fait finalement ce centre-ville. C'est en allant peut-être je dis n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de Zara ici, mais c'est en allant à Zara qu'on va peut-être trouver cette couturière à côté. Et pareil pour le courtier. Je vise pas à ce que les gens passent devant et puis se disent oh punaise, je vais faire un prêt immobilier, il y a un courtier. Mais c'est une visibilité qui, pour les bureaux, que ce soit les avocats, que ce soit tout ce qui est service, eh ben ça va se changer. Et ce système organisationnel va avoir, je pense, un impact pour les bureaux qui va les mettre dans une situation, je dirais pas délicate, mais pas optimale pour 1, 2, 3, 5 ans. Le temps que ça se réorganise et puis que ça se finalise, en fait, ce nouveau système. On est sur un changement générationnel aussi.
les gens vont de moins en moins dans les magasins. Sur On Internet, se fait livrer rapidement chez nous. Internet, ça tue les Exactement. magasins physiques. Et dans l'esprit des gens, des fois venir en centre-ville, c'est compliqué. Il faut trouver du stationnement, il faut payer le stationnement. On était en ville à Montbéliard, on s'est garé, on est resté 1 heure, on a pris une amende. Alors Merci on de devait rappeler ça. on devait payer notre amende. On n'a pas pensé, on avait la tête ailleurs, on devait payer notre ticket. Mea culpa. Mais c'est vrai que derrière, est-ce que au fond de nous, on se dit pas, ben peut-être que ces choses-là mettent des freins, même un peu inconscients, et nous poussent à aller dans des zones comme Besoncourt ou sur des grosses plateformes sur Internet qu'on connaît tous et on est livré le lendemain. Enfin, voilà. Pour moi, c'est pas la bonne stratégie parce qu'on va faire mourir les petits commerces à ce rythme-là. Mais il y a un travail de la population et peut-être aussi des organisations pour refaire venir les gens dans les magasins et les faire tenir. Je sais pas Vous ce que avez vu toi ce t'en penses. que fait vous avez vu ce que fait la commune de Delle en ce moment par rapport Non, mais le commerce marche bien, donc ça va être intéressant ce que tu vas dire, je pense. En ce moment, pour redonner de l'attractivité à Dell, qui a un manque assez important de locaux commerciaux remplis, là, pour le coup, l'idée, c'est de payer 50% du loyer. Donc voilà, c'est une aide de 50% Ok. du loyer aux nouveaux entrepreneurs qui décident de s'investir dans un local commercial sur Dell. Donc sur la première année, on a 50% de loyer de réduction. Ça, c'est Bon. bien. Oui, Entre il y a un avantage aussi pour les propriétaires, puisque est-ce que ça augmente pas un petit peu naturellement aussi les loyers, parce qu'en se disant, ben, il y a 50% du loyer qui est payé par la mairie, Je suis pas allé au bout des choses, Il y a mais je peut-être pense un qu'il y a plafond, une, je pense il y a- aussi. il y a une peut-être un règle plafond, qui mais doit en être tout faite, cas, ouais. en tout cas, le geste est à saluer. Ouais, je voyais là, il y a un commerçant qui venait de s'installer, il disait en fait c'est incroyable, jamais j'aurais pu avoir ce local C'est une belle avec autant opportunité. d'espace Mm. à ce prix-là. Oui, il y Et- a peut-être un plafond respecté au mètre carré, Ouais. je pense. Mais que- ça lui permet un décollage qu'il n'aurait pas pu espérer et ça lui donne envie du coup de s'installer sur Dell et de faire marcher son commerce. Donc c'est On voit que les villes mettent des choses en place, Belfort aussi, pour faire venir les gens en Ouais, il y a ville. souvent Là-dessus, les on ne peut pas dire. Hein. Les parkings qui sont souvent offerts certains jours dans l'année. Samedi, les jours fériés. Exactement, il y a la première heure qui peut Ouais. être offerte aussi. Le mois Et- givré, des choses comme ça, Exactement. des Et je vois événements. aussi, c'est que les gens, ils ont encore envie. On parlait que systématiquement, il y avait peut-être une mutation de la société avec les commandes sur Internet, etc. Mais je pense quand même que le lambda, il subit presque cette chose-là, parce qu'on voit quand les communes, quand il y a des choses qui sont mises en place, quand il y a des foires qui sont animées dans des communes comme Pont-de-Roide, tu vas parler d'elle tout à l'heure. Il y a à peu près un mois, on était à Luxeuil ensemble et on a vu ça. Il y avait une fête, une nocturne où il y avait tous les commerces qui étaient ouverts. Bah, les commerçants jouent le jeu et aussi le consommateur est heureux. Ça crée du moment. On voit aussi quand il y a des activités sportives, des Coupes du Monde, des choses comme ça, les gens aiment encore se quand ça retrouver. bouge, ça bouge. Exactement. Donc en fait, j'ai plutôt l'impression que le consommateur final, il subit la transformation de la société, alors que lui, il a qu'une envie, c'est de pouvoir se retrouver justement dans ce centre-ville, dans ces moments-là, pour rencontrer son voisin, pour aller voir le petit commerçant, comme tu parlais tout à l'heure, de la dame qui va, la couturière, etc. Et on a encore envie de partager ces moments-là et de faire profiter plutôt le commerce local que de faire, on va dire, plaisir à Amazon, pour pas le citer, dont tu faisais Tu l'as la cité. vision. Mais tout le monde l'avait. Après, on y revient hein, sur un système justement de local. Mm. On commence de plus en enfin on recommence à en connaître de plus en plus. Bien sûr. En fait, ça peut même servir hein, la loi d'Aubier hein, sur le secteur, notamment avec la mairie qui préempte là les locaux. Mm. J'ai vu qu'ils voulaient refaire tout le faubourg de France. Mm. Je pense que cette loi, ils vont s'en servir. En l'espérant en bon escient, bien évidemment, mais je pense qu'elle peut servir sur du positif. Hein. Mm. Donc certes, ça peut, c'est comme dans tout sujet de toute façon, hein, il y a des points positifs, des points négatifs. Le point positif là ici, c'est que par contre dans la rénovation du centre-ville, si on fait une belle organisation, on peut créer un endroit très convivial, et, parce que effectivement les bars ils restent quand même sur Belfort, ça va continuer ainsi quoi. Donc On voit que c'est cette volonté-là de la part de la mairie. Tu as parlé du Faubourg de France, il y a l'avenue Jean Jaurès aussi qui est amené à être Bien sûr. revitalisé. Il y a deux exemples pour moi qui sont assez criants de ce que tu racontes et que les gens ne veulent pas s'installer, les commerçants, et auquel cas la loi d'Aubier pourra servir. Je pense à HDL Lafont, qui est quand même une enseigne qui est quand même hyper réputée dans le secteur. Tout le monde sait où c'est situé.
situé, etc. On a tous acheté nos affaires là-bas quand on était un petit peu plus jeune et qui est inoccupé depuis je ne sais pas combien de temps. On a juste à côté, anciennement le Cercle Carnot qui est juste à côté et qui est également vide depuis pas mal de temps. Et ça, c'est des locaux qui sont extrêmement bien situés. Et est-ce qu'un investisseur va pas se dire justement avec cette loi d'Aubier, c'est une opportunité pour pouvoir faire de l'activité dans un secteur de la résidence, dans un secteur qui est prisé et où il y a également une forte demande de la part des Belfortins. Mais alors là, on a justement un bon exemple. Les voisins de Gilles Lafont, qui est parti s'installer à Denay. Je ne connais plus le nom. Ils font du multimédia. Réactivité. Ouais. Mm. Ils sont partis, ils étaient hyper bien placés et ils s'installent maintenant à Denay. Ils sont Donc on a aussi des exemples de gens qui partent du centre-ville. Est-ce que parce qu'ils sentent la tendance tourner, peut-être qu'ils ont besoin de plus de place, enfin après on n'est pas dans la Oui. stratégie, hein. Mm. Mais en Mais- tout cas on a... Mais pourtant, on était sur un dynamisme, enfin une révolution un peu au niveau de la vieille ville avec ce miroir d'eau, avec cette installation qui a été faite, qui donne vraiment envie d'y aller pour le coup. Ouais. On voit que On n'a pas toutes les billes non plus, donc bien on sait sûr, pas mais on raison. voit que nous aussi, avec le service de conciergerie, on touche beaucoup de touristes sur Belfort. Donc il y a de la vie, il y a de l'activité. On voit que la vieille ville, ça s'est bien développé. Esthétiquement, c'est magnifique. Enfin voilà, Ouais. Belfort met en place des actions pour ça, bien pour sûr. améliorer. Mais contrario, il y a des fois des commerçants qui s'en vont pour le coup. Après, c'est peut-être aussi juste un flux classique, voilà, de mouvements, de projets différents, de choses comme ça. C'est l'évolution. Hein. Ouais, Ouais, bien c'est sûr. ça. Il y a quelque chose qui va Exactement. Et reprendre. puis il y a une situation qui est en ce moment, qui est ce qu'elle est. On a eu la chance, on était tous les quatre aux 40 ans de Hans et Associés. René Hans qui a fait un discours, qui est quand même installé 40 ans maintenant, qui a plusieurs cabinets comptables sur tout l'est de la France, plus d'une trentaine, qui a dit en 40 ans, je n'ai jamais senti les commerçants dans une situation aussi compliquée. Donc le commerce souffre et du coup forcément les locaux commerciaux souffrent aussi. Ça c'est un fait Il se fait boule de neige, quoi. qui fait aussi Il y a une forcément. mutation Ouais. qui évolue, comme aussi peut-être il y a 50 ans, on ne consommait pas comme il y a 10 ans. Nous, on se rend compte, on voit qu'avec nos yeux de trentenaire, voilà, en se disant, on a connu ça quand on avait quelques années, il y a quelques temps, on a l'habitude de vivre comme ça, mais certainement que nos grands-parents, ils n'avaient peut-être pas l'habitude aussi d'aller au Faubourg de France et d'avoir tous ces bars, etc. Ils ont connu cette mutation et c'est juste un fait. Il va y avoir une nouvelle mutation. Maintenant, c'est à nous de s'adapter. Il va y avoir des comportements qui vont être différents, mais c'est pas forcément négatif. Et après, c'est aussi aux municipalités, aux politiques de prendre ces mesures avec cette opportunité de loi d'Aubier, aux investisseurs de jouer le jeu. Et après, ça peut permettre de redynamiser certains secteurs de Belfort qui, je pense, en ont besoin. Et surtout, les riverains ont envie aussi d'avoir des villes qui soient dynamiques. De toute façon, on n'a pas le choix que de trouver une solution. Là, j'avais vu, il y avait pas loin de 20% de locaux commerciaux vacants à Belfort. On ne peut pas les laisser comme ça. Non. Donc, dans tous les cas, il faut trouver une solution. Mm. Donc, ça, c'est une solution qui peut convenir ou pas, Mm. mais au moins, il y a une solution à reprendre Belfort en main et puis redynamiser ces locaux qui peuvent servir à autre chose. Et comme tu l'as dit, de toute manière, c'est pas systématique et j'ai envie de rénover un local commercial pour en faire une habitation. Ça reste aussi au bon vouloir des municipalités qui ont un droit, qui ont un regard là-dessus. Donc il y aura encore des politiques qui seront mises en place. Et comme on l'a dit aussi tout à l'heure, même si le maire et les pouvoirs publics sont enclins à favoriser ce genre d'opération, des fois il y a des contraintes techniques. Comme on a dit, le local où il y a uniquement une vitrine et toutes des pièces en longueur avec des souplexes, avec des caves, etc., c'est pas nécessairement aménageable pour faire de l'habitation. Donc là-dessus, on ne pourra pas aller au-delà malgré tout. Pour une chose comme ça, c'est clair. Mm. Et justement, si on recentre un petit peu sur la loi d'Aubier, Julien, par exemple, en tant qu'agent immobilier, est-ce que tu vois cette loi comme une opportunité, comme une contrainte peut-être? Ça peut être une opportunité. Après, il faut trouver aussi les investisseurs qui souhaitent utiliser cette loi dans un premier temps, parce que je pense qu'ils préfèrent rénover potentiellement un vieil immeuble avec un peu plus de charme et un peu plus de potentiel derrière, de rendement par exemple, que d'aller dans des locaux commerciaux avec un petit peu moins de potentiel, un peu plus de contraintes également. Ouais. Et des coûts forcément. Et des coûts, parce que il faut tout réhabiliter, il faut tout refaire les travaux. Donc c'est comme on a dit, il y a un peu des pour et des contre.
Moi, je rebondis sur ce que tu dis et je me posais la question à Pierre surtout, mais comment les banques voient ça aussi? Parce que tu parlais que les Ouais. gens, les investisseurs auront peut-être plus de facilité à prendre quelque chose qui est déjà de l'habitation, Mm. avec une structure qui est déjà Ouais. conçue et prévue pour ça. Est-ce que les banques voient d'un bon œil, prêtent facilement justement à ces investisseurs qui auraient ces volontés-là? Est-ce qu'elles cherchent à contrario plutôt d'avoir déjà des locataires qui soient en place, d'avoir déjà un minimum de travaux à réaliser, ou est-ce que au contraire, tu penses qu'elles sont justement enthousiastes par rapport à ça? La banque, comme nous d'ailleurs, je ne sais pas si on voit d'un bon œil ou d'un mauvais œil, parce que on fait du crédit professionnel, on fait du crédit particulier. Donc en soi, dans les deux cas, on fait le crédit. Donc il n'y a pas véritablement de sujet là-dessus. Par contre, effectivement, plus il y a de travaux, plus il y a de risques en soi. Donc effectivement, dans la logique, il est fort probable que les banques vont demander un dossier plus que carré dans les travaux pour ce genre de situation-là. Donc ça va être, je pense, administrativement parlant, plus lourd Mm. pour la personne qui se chargera de se lancer sur ce projet. Mm. Donc oui, une banque peut aller plus à la facilité et va préférer plutôt du simple. Et puis je pense aussi peut-être que ce ne sera pas n'importe quel profil auquel Oui, les bien banques vont sûr. pouvoir prêter. Quelqu'un qui a déjà fait pas mal d'investissements, qui a déjà de l'habitude du marchand de biens, ou un investisseur en tout cas qui a les épaules, qui a déjà fait un petit peu sa popote, on va dire, sur le marché, pourra plus facilement obtenir ce genre de prêt. Par contre, c'est sûr que le petit jeune de 20 ans, c'est son premier investissement, qui est plein d'étoiles plein les yeux, qui a plein de bonnes idées, qui voit les choses de manière nouvelle et qui pourrait amener un coup un coup de fraîcheur. Peut-être que les banques seront un petit peu plus Ouais, réticentes faut à une faire certaine confiance. expérience aussi, hein. Exactement. Ça, je pense. Oui, c'est comme tout. Et puis là, on pense beaucoup de Belfort, ce qu'on voit autour de nous. Si on prend un peu de recul, on prend un hôtel, transformer un hôtel en habitation. Là, c'est typiquement un projet où on est complètement satisfait de cette loi pour l'investisseur, puisque Ah oui, ça va oui, faciliter les bien démarches. ouais. Le maire, il se dit, de Ah toute oui, façon, bien sûr. cet hôtel, enfin, on a déjà tout pour accueillir de l'habitation. On change juste la dénomination, et voilà. Oui. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a aussi autre chose sur cette loi, il y a la possibilité d'avoir des permis de construire à destination multiple. Effectivement. Donc c'est-à-dire qu'on ne pose pas un permis de construire pour habitation, on peut avoir un permis de construire à destination multiple. Le maire l'autorise, et là on peut avoir pour projet au début d'y habiter, ou faire un commerce, puis après inversement. Donc ça donne aussi moins de stress au Il y a début en plus se de disant, liberté. faut Puis que- ça, Après, ça allège l'administratif. Ouais. On fait une Mm. déclaration et nous, on le voit, hein, nos clients, en règle générale, ce qui complique un peu les choses, c'est souvent les lourdeurs administratives. Ouais. Il y a des fois des clients qui font des travaux sans avoir fait de déclaration, juste parce qu'ils ont abandonné, parce que c'était trop lourd et qu'ils n'y comprenaient plus rien. Oui. Donc c'est vrai que s'il y a besoin de faire une seule déclaration pour après pouvoir modifier un peu son projet, ça permet d'ouvrir. Changement de destination. Ouais, Et puis ça Voilà, permet, vraiment. ça permet de s'adapter aussi aux mutations dont on parlait tout à l'heure. Il va y avoir des mutations. Est-ce qu'on va être plus sur de l'habitation dans certains secteurs? Est-ce qu'on va plus être sur du commerce? Là, ça permet vraiment de ne pas faire le choix dès le départ. Et si dans 20 ans, si dans 10 ans, si dans 5 ans ça a évolué, ça nous permet de respecter ça Ouais, et bien de sûr. s'adapter, on va dire, aux habitudes de chacun. Et chaque commune a ses particularités, et laisser le choix au maire au final, Oui. permet cette flexibilité-là quand même. Après, il faudra bien que les maires, entrants et sortants, se mettent d'accord là-dessus, parce que s'il y en a un qui... Ouais, faut Oui, qu'il joue le jeu. Ah ouais, complètement. Ça peut être derrière, par contre, un vrai réforme politique. Ah bah oui, c'est sûr. Clairement, là-dessus, complètement d'accord. Vous, si on va reprendre de Belfort, allez, même on va aller sur Montbéliard si besoin aussi, Belfort ou Montbéliard. Stéphane, par exemple, tu as des clients qui ont pas entendu parler de cette loi, ils ont envie de faire un projet pour de l'habitation, mais ils ont un beau budget, ils veulent un super environnement parce qu'ils veulent faire du logement atypique et ils vont partir sur un ancien local commercial ou des anciens bureaux. Peut-être sur Belfort, est-ce que tu emmènerais des clients sur certains bureaux que tu as en tête là peut-être, sur quoi tu les emmènerais ou tu penses qu'il peut y avoir du potentiel? Au centre-ville, il y a énormément de potentiel. Sur le Faubourg de France, il y a énormément de potentiel. Il y a des grands espaces, il y a des locaux qui sont énormes et qui peuvent apporter vraiment du cachet, Ouais, ouais. Il est là fou. J'ai l'air c'est magnifique. Ah ouais, bien sûr. Tu vas aménager ça en habitation. Ça manque pas de volume. Ouais, c'est gros, Ouais, je c'est vais toujours là. la même contrainte par rapport aux ouvertures sur l'extérieur, par rapport aux fenêtres, mais c'est vrai que Esprit Loft, on sait que les clients Ah bah, sont- On met des rideaux, hein. on a l'exemple avec un de tes biens,
Anciennement, c'était... Oui, rue de Wissembourg. Oui, tout à fait, Le ouais. nom de la rue de Mulhouse, oui, c'était C'était anciennement un local, au final. oui, Et ça a rénové, et maintenant, c'est un loft d'exception. ouais, un très beau loft. Qu'on a en vente d'ailleurs, Ouais, vous pouvez aller voir sur nos réseaux ou sur notre site. Mais du loft d'exception, tout à fait. effectivement, Ça avec peut clients donner qui, ce genre d'habitation. oui, Bah, vraiment, là, c'est qui est un plutôt incroyable. appartement. Enfin voilà, peut-être qu'on pourra montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous allez voir sur Mettre sur le lien en notre site internet. description. On mettra au montage. On pourra le faire. Voilà, c'est ça. Je pense que Julien nous fera un bon montage là-dessus. Ouais, ouais. Euh, on compte sur toi. Mais enfin, pour revenir sur celui-ci, c'est un logement qui est exceptionnel et il n'y a que dans de l'atypique qu'on peut créer Ah oui. ce genre d'événement. Parce qu'il avait la Ce genre structure d'événement, pardon, ce il genre avait de- la structure métallique, Si on il a de avait la l'imagination, on hauteur. peut faire énormément de choses. Oui. Oui. Et il y a des biens hein, qui ont déjà été changés, Bien et sûr. même il y a très très longtemps. Hein. Le changement de destination, c'est pas nouveau. Là, on parle juste des Complètement. facilités. C'est Oui. exactement l'aménagement des contraintes. On peut C'est les je vois la tourelle Faubourg de France, au-dessus d'Evren. C'était un bar hein, à l'époque, hein, et c'est devenu une habitation avec une Ça a été une terrasse salle de sport magnifique. aussi, je crois. Ça a été un cinéma, je crois. Un cinéma même érotique, il me semble. Et après, une salle de sport. Je pense il a eu plusieurs vies, ce tyran. C'est vrai. Mais il y a de belles choses. Ben, là, il y a aussi les galeries hein, qui vont normalement trouver preneur. Enfin, il y a des discussions qui sont faites là-dessus et ça va être complètement réalisé. Mais les galeries, c'était aussi un beau bâtiment. Enfin, ça l'est toujours. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Si on était au Monopoly, on pourrait tout racheter. Ah oui. Puis nous, ça nous permet aussi, en tant qu'agent immobilier, de vendre ça à nos clients investisseurs en leur disant ils ont facilité Ouais, avec ouais. cette loi-là les Ça peut être démarches. un levier. Si demain votre commerçant y porte, ça peut être plus facilement Ça remis peut en être un habitation. argument. Donc Ouais. vous ne perdrez peut-être pas de loyer. Voilà. Mais là aussi, aujourd'hui, une petite question sur le sujet. Il y a environ un logement sur 10 sur Belfort qui est vacant. Je parle de logement d'habitation. Est-ce que trop attirer les investisseurs sur des projets de locaux commerciaux parce qu'il y a des facilités administratives qui le permettent, va pas encore axer Diminuer un petit peu. Ouais. Ben, oui, et notamment aussi avec les soucis aujourd'hui énergétiques. Mm. Ouais. C'est vrai qu'avec tous les biens déjà qu'on a rénovés, Mm. pour que justement derrière il y ait une bonne mise en location, etc., je pense qu'effectivement ça peut être vu d'un mauvais œil hein, aussi. Ça, ce sera encore là le pouvoir des pouvoirs publics, De la force des réguler. pouvoirs. Exactement, ce sera aussi leur rôle, leur mission, je pense. C'est pas de dire, allez hop, on a une politique à l'heure actuelle et on donne de la facilité, on ouvre vraiment cette possibilité-là aux investisseurs de changer les destinations de ces bâtiments non résidentiels. Et ce sera aussi dire, bah, là, on l'accepte sur tel dossier, on a telle politique, peut-être aussi par secteur, pour pouvoir vraiment redynamiser ça. Et comme tu dis, Stéphane, qu'il n'y ait pas non plus un nombre incalculable de logements vacants qui sont restés, qui sont déjà à usage d'habitation et qui soient abandonnés au fur et à mesure des années. Eh ben, parfait. On vient de parler un petit peu de tous ces logements, Très ces intéressant. potentiels logements dans des bureaux commerciaux. Mais pour faire ça, il faut financer. Et c'est notre deuxième sujet avec Belle notre, transition, félicitations. avec notre courtier. Donc, on a notre deuxième sujet. On entend que le marché repart un petit peu au niveau marché immobilier, j'entends. Au niveau des taux, Pierre, fais-nous un petit briefing là sur ce qui se passe au niveau des taux des banques, qu'on puisse un peu avoir nos auditeurs avoir l'information. La Alors question que malheureusement, tout le nous monde ne pose. sommes plus en 2019-2021. Ok. Les taux ont Bon, je me le note, je ne augmenté. pense pas. Par contre, effectivement, il y a eu énormément de positifs, car en 2022-2023, il y a eu quand même une sacrée hausse de taux. On est passé sur des taux qui avoisinaient les 4,5 sur 25 ans sur certains dossiers. Quand on passe, c'est une véritable douche froide, hein, quand on passe de 1% à 4,5% sur un prêt immobilier, les intérêts sont exponentiels. Je pense qu'effectivement, ça a fait peur à énormément de gens. Aujourd'hui, les taux sont en baisse. Alors, je mets quand même des guillemets en baisse parce que il y a des fluctuations un petit peu à la hausse de 0,10, 0,15 certains mois. On ne sait pas malheureusement ce que vont donner les derniers mois là, de l'année 2025, surtout avec le contexte politique, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les taux se basent sur un contexte politique. Donc il est possible qu'il y ait
une petite hausse là sur ces prochains temps. Maintenant, effectivement, là aujourd'hui, on avoisine plus les 3 que les 4,5. Ça redonne un petit peu d'espoir aux acquéreurs et on le sent concrètement cette année, l'année est largement meilleure que l'année dernière. On regardait tout à l'heure ensemble, juste avant l'émission, un petit peu l'évolution qu'il y a eu sur les dernières années depuis 2019. Je crois que ton graphique il Ouais, nous montrait. c'est ça. Et c'est vrai qu'on voit visuellement, alors nous on le ressent à l'agence, hein, on est en train de faire une bonne année, et pourvu que ça dure, hein, bien évidemment, mais on sentait que l'année dernière c'était un petit peu plus bas. Nous, par chance, on a quand même fait une année plus que correcte, mais en tout cas, on voit que sur l'évolution, sur la courbe des transactions immobilières, sur le secteur, et je pense que c'est la même chose au niveau national, je suis même sûr, on voyait que c'était un petit peu tendu, et ça suit l'évolution des taux. Le creux des ventes était vraiment en 2024. Clairement. C'était vraiment en termes de vente, hein. Et là, depuis le début 2025, ça repart à la hausse. C'est peut-être lié à la stabilité aussi. On a quand même un taux plutôt stable, Pierre, non, depuis, Oui, depuis Depuis plusieurs le mois, début hein, de l'année, et- quasiment, hein. complètement. Là, on est clairement sur de la stabilité, hein. Je pense que allez, plus 0,2, moins 0,2, depuis 6 mois, ça n'a pas beaucoup bougé. C'est presque surprenant en fait qu'on ait cette stabilisation parce qu'on pouvait anticiper des plus grosses fluctuations avec ce qui se passe au niveau politique. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec ce gouvernement qui n'a de cesse d'évoluer. Je pense que la situation géopolitique à l'échelle internationale va aussi avoir des incidences. Et puis ce qui peut se passer au Moyen-Orient, ce qui s'est passé avec la Russie, avec l'Ukraine, on pouvait vraiment avoir des grosses craintes et ça s'est pas forcément manifesté, j'ai l'impression, sur une hausse considérable des taux. Et depuis que les taux repartent à la baisse, on est plutôt sur cette tendance un petit peu légèrement à la baisse ou cette stagnation en tout cas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors là, je vais vous montrer un petit peu le côté invisible de l'iceberg. C'est que, je ne vais pas citer, mais il y a une banque en 2023, oui, 2023, début 2022-2023, qui a quasiment stoppé les prêts immobiliers. Ils ont arrêté, c'était net, hein, c'était assez incroyable, pour se lancer sur de la collecte de ressources. C'est qu'en fait, ils avaient fait énormément d'emprunts, donc une prise de risque massive sur le marché, et au bout d'un moment, il faut faire une balance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être que full emprunt dans la vie, il faut quand même de l'épargne à côté. Quand Comme tu pour dis les collecte de acquéreurs, ressources, pour ceux qui nous écoutent, c'est de l'épargne, que les gens épargnent. c'est exactement cela. Et du coup, les banques derrière sont allées, cette banque, mais les autres aussi, hein, celle-ci c'était visible, un petit peu plus visible que les autres, c'est que elles se sont fixées comme objectif de collecter de la ressource, donc de l'épargne client, pour pouvoir derrière recommencer à financer des biens. Et c'est aujourd'hui, ils ont encore ce gain d'épargne, donc c'est ça aussi, je pense. Après, mon analyse est peut-être faussée, hein, mais je pense que c'est ça qui a fait cette pseudo-stabilité sur cette année, qui peut encore évoluer aussi, hein, parce que je pense que dans beaucoup de cas, on n'est pas sûr de demain encore, hein. Donc je pense qu'on est pour le moment plus sur le visu, sur l'observation que sur la prise de décision. On emprunte là, sur 20-25 ans, on emprunte à combien en ce moment, Pierre? Alors ça, tout va dépendre de la qualité du dossier, hein, malheureusement. Pour donner une fourchette un petit peu, du très bon dossier ou des Sur moyens, du par 25 ans, on peut être sur entre 3 et 3,5. exemple. 3 et 3,5. Sur 25 ans, oui. Après, attention, hein, les taux baissent en fonction des années, de 5 ans 5. Donc les taux vont être sur 10, 12, 15, 20, 25 exactement. C'est ça les différents paramètres. Et puis parfois aussi ce qui va un peu évoluer, c'est les taux, maintenant sont un petit peu plus stables, mais les banques demandent peut-être un peu plus d'apport. On parlait aussi précédemment hors émission, hors caméra, du fait que des fois les banques demandent à financer le mobilier, que des fois les banques demandent à financer les frais de notaire, ça on en avait l'habitude depuis Frais quelques d'agence années, aussi. mais même des fois les frais d'agence, qu'ils soient charge acquéreur ou charge vendeur, ça tu en as parlé à maintes reprises, et ça c'est vraiment une nouveauté. Et certes, on a les taux qui restent, mais par contre, il y a des conditions qui sont quand même un petit peu plus difficiles parfois pour pouvoir Oui. emprunter. Alors, moi j'aime beaucoup aller voir les banques et leur demander ça. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce qu'il y a quand même il y a une étude, hein, qui est faite au préalable, et je pense qui est là pour le coup macroéconomique, hein, qui va vraiment toucher beaucoup de choses. Et déjà en 2019, ils avaient peur d'une bulle immobilière. Et un petit peu la bulle immobilière, c'est ce qui a fait défaut en 2008. Hein. Il y a eu une explosion de l'immobilier aux États-Unis qui a créé cette crise des subprimes. Donc du coup, en France, on a peur.
on a peur. Et on a toujours été un petit peu sur la défensive par rapport à ça. Donc, effectivement, le but de la banque va être de prendre moins de risques. Et comment on prend moins de risques? C'est en ne prêtant que la valeur du bien. Tout simplement. Et ça, c'est une réglementation, si je puis dire, parce que c'est pas véritablement une réglementation, c'est plus une recommandation. Mais aujourd'hui, ils suivent un système qui s'appelle LTV, qui est de l'anglais pour Loan to Value, prêt de la valeur. Donc aujourd'hui, effectivement, les banques veulent suivre ce schéma de prêter uniquement la valorisation du bien, qui, s'il y a derrière de la casse, peuvent récupérer en fait finalement l'argent qu'ils ont prêté. Et chose que je pense, et qu'on ne sait peut-être pas, hein, mais ça il faudra que je me renseigne, je pense que sur 2019, quand les taux étaient bas, et qu'on faisait des prêts justement sans apport, je pense qu'il y a eu de la casse. Et je pense qu'aujourd'hui, ils font face à cette situation-là, et c'est ce qui a créé, hein, je pense, encore une fois. Oui, donc globalement, situation de stabilité au niveau des taux, mais quand même toujours des banques prudentes pour être sûr pour sécuriser évidemment leurs prêts, puisque ça reste des entreprises qui prêtent de l'argent et qui veulent prendre de l'argent. Exactement. Et c'est ça. Est-ce que peut-être Stéphane, Julien, vos clients, est-ce qu'en ce moment, ou par rapport au début d'année, ou Stéphane par rapport aux années précédentes, est-ce qu'ils vous parlent plus de taux immobiliers qu'avant ou pas? Moi j'ai l'impression par exemple qu'en ce moment, c'est moins le sujet qui revient et les gens ne parlent plus trop des taux. Alors qu'il y a un an, ils faisaient que de me dire les taux, les taux. Exactement. Beaucoup moins. Je sais pas si c'est pareil pour C'était toi. un sujet 2023-2024. On parlait plus que des taux. Dans les médias, le sujet c'était les taux augmentent, instabilité, donc pas un message hyper rassurant. À partir du moment où les médias ont commencé à parler de stabilité, on a vu que le téléphone faisait que de sonner à l'agence et ça a rouvert les vannes. Si on parle clairement de clients, aujourd'hui, j'ai du client en particulier qui veut acheter sa résidence principale. J'ai de l'investisseur confirmé, j'ai du jeune investisseur et ils sont un peu moins préoccupés par ça. En tout cas, C'est plus une banalité en fait maintenant. avant je pense que Ouais. j'avais un client par jour qui me demandait on est à combien en taux Ouais, en ce moment. exactement. Et Beaucoup moins aujourd'hui, aujourd'hui. j'ai plus la question, peut-être une fois tous les 10 jours. En fait, C'est je quoi pense- ça? C'est ça le sujet. Ouais, mais je pense aussi surtout que les acquéreurs, ils ont enfin accepté que les crédits, c'était normal de les avoir à un taux aux alentours de 3, 3,5, parce qu'avant, la norme, on pensait que d'avoir un taux, des fois même en dessous de 1, ça s'est vu, ils pensaient que c'était la norme. Maintenant, si on prend une vision un peu plus globale et sur une période un petit peu plus longue, Pierre, tu me contrediras si je me trompe, mais avoir des taux à 1, ça n'était jamais arrivé, avoir des taux même à 5, à 6, à 7%, c'était une banalité. Mes parents, ils ont construit dans les années, au début des années 2000, je pense qu'ils avaient un taux aux alentours des 7-8%, et je parle même pas de mes grands-parents qui ont construit dans les années 70, et là c'était parfois des taux à plus de 10-15%. Donc c'est juste que maintenant les clients, ils ont compris qu'avoir un taux à 3%, c'est quelque chose de normal. Attendre 1 an, 2 ans, ça va pas leur permettre d'avoir les garanties d'avoir des taux plus bas, et si on a un projet à l'heure actuelle, c'est toujours le moment de concrétiser ce projet, parce que de toute façon devenir propriétaire, c'est toujours, je vais pas dire mieux, parce que des fois on peut préférer d'être locataire, mais en tout cas, c'est un petit peu du kiff-kiff, on va dire, parce que ce qu'on va donner à la banque en remboursement de crédit, c'est ce qu'on pourrait potentiellement donner à un propriétaire bailleur, et au final, derrière, on a quelque chose qui nous appartient. Donc, si la banque nous prête, il ne faut pas attendre, je pense, moi, c'est le message que je donnais à l'époque à mes clients, c'est que si votre projet il est d'actualité, il ne faut pas attendre sur les banques, si vous pouvez emprunter, il faut y aller. C'est très important ce que tu viens de dire. Et en fait, là, je vais casser un mythe. C'est les gens qui refusent d'acheter quand les taux sont hauts. Ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, un taux immobilier, ça se recalcule. Si on peut le renégocier en banque. Par contre, on ne va pas renégocier le coût d'achat du bien. Et quand les taux sont à 4,5 et personne n'achète, le prix du bien, il va baisser. Donc il y a d'excellentes opportunités, d'excellents leviers qui ont été faits en 2023-2024 sans même que les clients ne le sachent en fait finalement. Là aujourd'hui, j'ai une vague de personnes qui ont acheté il y a 1 an qui viennent renégocier leur crédit. Mais on ne renégocie pas le prix du bien. Donc ça, c'est quelque chose vraiment... C'est quelque chose qui est super important et sur lequel je le dis à mes clients, ne vous fiez surtout pas au taux immobilier, achetez. Il n'y a pas de mauvais moment pour faire un prêt immobilier. Il n'y en a pas.
ça me fait rebondir un petit peu sur Julien. Toi, en plus de ton métier d'agent immobilier, tu fais aussi un peu d'investissement à côté. Si je me trompe pas, tu as acheté peut-être quand les taux étaient un peu plus bas, enfin, tu as acheté à différents taux. Oui. Est-ce que c'est rentré dans ta réflexion? Et si oui, à quel degré? Comment toi, t'appréhendes les choses à ce niveau-là? On peut être plus ou moins tous un petit peu investisseurs, Ouais. mais j'aimerais bien ton avis là-dessus, toi. Alors, pour information, j'avais acheté ma résidence principale à un taux de 0,85 C'est exceptionnellement Ouais. bas. en 2021. Donc après, je remplissais certaines conditions envers ma banque qui a facilité un peu la négociation. Et par la suite, j'ai acheté donc un appartement quelques années après à 3,40 il me semble. Et j'avoue que je me suis pas spécialement posé la question parce que c'était vraiment le projet à ce Bien sûr. moment-là. Et je me suis dit, on va dire que c'est revenu à un taux normal. Mm. Avant, C'était c'était dynamique. ouais, c'était bas en fait, tout simplement. Et maintenant, donc ouais, c'est plus un taux, on va dire, standard et stable aussi. Oui. Et c'est ça aussi qui réconforte. Oui, les taux bas, comme on a vu là, à 1%, à 0,85, c'était magnifique, hein, Ouais. mais c'était symbole d'une économie malade, Ouais. malheureusement. C'était, si on continuait ainsi, la valorisation des biens, mais allait, et même de l'argent en fait, en règle générale. De toute manière, nous, Il y aurait une inflation. on l'a complètement senti. C'était l'époque juste post-Covid. Stéphane, on en rigolait encore il n'y a pas longtemps ensemble, mais on rentrait une maison à la vente. Moi, je ne vais pas dire que le métier de l'immobilier était facile à cette époque, mais c'est presque ça. On rentrait une maison, alors c'était très difficile de rentrer un bien à la vente parce que ce qui est rare est cher. Et il y avait énormément d'acquéreurs. Et donc, forcément, les prix de l'immobilier, nous, on regardait, on disait, mais comment les gens peuvent acheter cette maison à ce prix-là? Des fois, même nous, on est des spécialistes, on a l'habitude de voir un bon nombre de transactions, mais des fois, on disait, mais les gens, voilà, ils Attention, marchent sur la petite tête. alerte sur le marché. J'ai fait 5 visites sur le même bien aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et moi, 2 sur un bien qui est rentré hier. Et j'ai une offre au prix. J'ai fait 3 Et visites sur un bien qui est rentré dimanche. Et j'ai Donc eu, oui, c'est et vrai. j'ai eu une offre, j'ai reçu le mail tout à l'heure. Donc, Quand on a la bonne commercialisation au bon prix, normalement, c'est Non, mais ça les se passe. acquéreurs, on sent qu'ils sont là. Et oui, en tout cas, il y a une certaine période, c'est vrai que les acquéreurs étaient ultra présents. Et comme tu disais, les prix avaient tendance à monter. Et là, on est retombé sur une certaine normalité, une certaine Oui, norme. ils étaient là, les acquéreurs, parce qu'ils pouvaient tous acheter. C'est ça. Oui. Ils n'avaient pas, Clairement. ils avaient pas d'apport, ils pouvaient acheter. Ils n'avaient pas une certaine sécurité de l'emploi, ils pouvaient quand même acheter. Pas une gestion J'ai- des comptes qui était irréprochable. Et on avait Ouais. beau avoir quelques petites. J'ai vendu à un défaillances. client qui était en intérim depuis pas très longtemps. Et son dossier, juste parce qu'il avait une conseillère de confiance à valider. Et moi, à ce moment-là, j'avais encore ma réflexion d'avant Covid. Je me suis dit, c'est impossible, c'est impossible. Bien sûr. Il était super confiant. Mhm. La conseillère m'a contacté, elle m'a dit oui, le dossier est au bout, il n'y a pas de problème. C'était quand ça? C'était juste après le Covid. Ok, Ouais, d'accord. 2020, 2021. moi, Aujourd'hui, c'est plus possible ça. clairement pas. Ah, mais c'est- Moi, je fais mon parallèle. Enfin, je pense que Pierre peut nous le dire. Il y a, Mm. ouais, il y a... Non. Tout simplement. Alors, je vais spéculer. Pas de suspense. Non, c'est un fait, mais c'est. Sans CDI, on peut plus acheter aujourd'hui. Si, Si. si, par contre, si. En fait, ce que la banque, dans sa prise de risque, la banque, ce qu'elle va regarder, c'est finalement si le client, même s'il a été en CDD, c'est combien de temps il a été en CDD. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, en fait, c'est juste que ce soit constant. Et si ça l'est, on peut prendre en compte son salaire par le biais du CDD. Mais par contre, en fait, le calcul qui va être fait, alors, je dis ça, mais c'est la plupart des banques qui partent là-dessus, alors, il y a même 2 calculs, c'est soit on va prendre 70 à 80% du CDD, donc du salaire sous CDD, soit une moyenne des 3 dernières années. Même en intérim, hein, les gens disent en intérim je peux pas acheter, si. Mais si tu as toujours été en intérim pendant 3 ans, que Une une récurrence. banque, elle va exactement, qui a cette récurrence, parce que la banque elle va regarder l'avis d'imposition. Si sur l'avis d'imposition, la personne, enfin le banquier va voir que la personne finalement elle a travaillé 6 mois, puis après elle a arrêté pendant 6 mois, puis après elle a repris pendant 4 mois, puis après là elle va pas prêter, parce qu'il n'y a aucune pérennité là-dedans. Mhm. Mais par contre, si la personne elle a travaillé sur les 3 ans, elle y va.
c'est un petit peu la même chose aussi pour les personnes qui travaillent à leur compte, parce que bah, là, on est tous ici à cette table, soit chef d'entreprise ou soit auto-entrepreneur. Est-ce que c'est un petit peu le même cas de figure? Est-ce qu'ils regardent surtout les bilans qui ont été faits au cours des dernières années? Quelle période ils demandent? Est-ce que par exemple, si ça fait un an que tu es lancé et que tu cartonnes, tu peux accéder au crédit? Ou est-ce qu'ils demandent vraiment avoir un visu sur un an et demi, 2 ans, 3 ans? Alors, dans le cadre d'un professionnel, c'est encore différent. C'est qu'ils vont regarder aussi les trois dernières années. Pourquoi? Parce qu'en fait, 3 ans, c'est un cap. C'est-à-dire qu'il y a énormément, hein, quand on regarde les statistiques, il y a énormément de boîtes qui coulent au bout de 3 ans. Alors, ça peut s'expliquer d'une raison ou d'une autre, mais la banque, elle va se baser que sur la statistique. Donc, elle va faire des statistiques, et puis, alors, c'est encore un petit peu plus loin, ça va encore un petit peu plus loin, mais les statistiques vont être faites en fonction de la typologie de métier, par rapport au style d'entreprise, si c'est une SARL, si c'est une SAS, si c'est... Tout ce genre de choses vont être pris en compte. Et il s'avère que si on fait une moyenne de tout ça, 3 ans, c'est le fatidique. Donc la banque, elle va regarder sur les 3 derniers bilans si la boîte est viable. En résumé, il faut rassurer son banquier constamment. Et Oui. même si on a un projet pas tout de suite, il faut toujours préparer. toujours préparer son Préparer, projet avec avec des. Il y a avec pas une que ça rigueur des aussi comptes, comme on parlait critère. aussi, oui, voilà, Ouais. on parle d'autres critères exactement. Il y a la rigueur des comptes aussi. Parce que si je les pense que- découvertes, ces choses-là. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que si la personne a 3 bonnes années d'entreprise, mais que sur son compte, il est toujours dans le rouge, par exemple, là, il se tire une balle dans le pied, quoi. Oui. C'est quoi les grandes clés, Pierre, pour les Un clients conseil. qui nous regardent, qui va se projeter sur un projet d'acquisition dans les mois à venir? Aujourd'hui, je suis le client et bon, j'ai certaines. Je gère pas super bien mes comptes, je regarde pas la dépense. Enfin, je suis voilà. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil en tant que client quand je viens de voir et que je te dis j'ai un projet d'ici 3 4 mois, je voudrais acheter ma maison, acheter un appartement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. En fait, il faut suivre 4 règles, pas plus. Ces 4 règles font que le dossier va passer en banque. La première règle, c'est un pourcentage d'endettement. C'est qu'une banque ne prêtera pas au-delà de 35% des salaires des personnes. Et quand je dis 35%, c'est 35% tout prêt confondu. Donc les prêts consommation voiture sont aussi compris. Si une personne gagne 3000, que c'est 1990 ou 1000 euros les 35% d'endettement, et qu'il y a un prêt de 300 euros, il faudra déduire de ces 1000 ou 900 euros le prêt auto. Et c'est là qu'on aura son budget. Même s'il reste 8 mois de pré-auto. Alors, là, dans ces cas-là, non, il y a une certaine Oui, flexibilité. souplesse. Oui, il y a une souplesse. Et, c'est La plupart du important. temps, même en dessous de 6 mois, la Ok. plupart du temps, enfin C'est moi pas je ne le compté. prends même pas en compte. C'est pas compté. Et la banque non plus, hein, Oui, concrètement. Il y a un moment où. Après, de toute façon, le moment où il signe le compromis, puis le moment où il devient propriétaire, il y a déjà Il y a 2 déjà mois. les 3 mois. Et C'est déjà dans le possible. cadre, admettons, qu'il y ait quelqu'un qui ait fait un investissement locatif, qui veut encore faire soit pour sa RP ou soit pour un autre investissement, est-ce que les revenus qui sont générés grâce à ces investissements sont aussi calculés quand même dans ses revenus, dans ses rémunérations? Oui ou non? Alors ça a énormément changé. Ok. Et pour le coup, vraiment dans le mal, Mhm. c'est une loi. Les investisseurs n'écoutez pas. Non, mais c'est en vrai aujourd'hui une banque. Alors à l'époque, il existait le différentiel foncier. Le différentiel foncier, c'était quoi? C'était charge égale, enfin ressources égale charge, donc annulation de la dette. Mhm. S'il y avait un loyer de alors 900 euros, qu'il y avait un prêt de 600 euros, on prenait en fait 70% du loyer. Ok. Et si les 70% du loyer étaient équivalents à la charge, donc à la mensualité du prêt, annulation. Mm. Là aujourd'hui, en fait, le calcul, il a à peine changé, mais il a un impact énorme. C'est qu'on va prendre entre 70 et 90% du loyer maintenant. Mais on va l'ajouter au salaire. Et en fait, on prend que 35% du salaire. Donc en fait, on prend 35% de 70 à 90% du revenu locatif. Mm. Donc en fait, ça plombe l'endettement, mais ultra haut, ultra haut. Sur 600 euros de loyer, la banque finalement, elle va prendre 100 euros, quoi. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui fait que les investisseurs locatifs peuvent avoir ce problème d'endettement, D'accord. notamment. Alors ça, c'est la première règle. La deuxième règle, ça va être le reste à vivre. C'est qu'une fois tous les prêts payés, il faut qu'il y ait un reste à vivre quand même en fonction du nombre de personnes qui partagent le foyer. C'est-à-dire que deux personnes ensemble en couple qui ont 3 enfants ne vont pas avoir le même reste à vivre une fois tous les prêts payés qu'une personne seule.
Et ça, les banques mettent en place un système assez rigoureux là-dessus. Alors, j'ai envie de dire, là c'est très brouillon, hein, mais une personne seule c'est 1 000 euros, puis plus de 100, 250 euros en plus par personne qui partage le foyer. C'est brouillon, mais ça donne une petite tendance. Ça, c'est cette deuxième norme. La troisième norme, c'est le saut de charge. Le saut de charge, qu'est-ce que c'est? C'est la situation actuelle des clients par rapport à la future. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne a 500 euros de loyer. Elle décide d'acheter un bien et de payer 1 500 euros de prêt. Eh bien, en fait, le saut de charge, c'est passé de 500 à 1 500. Donc, en fait, là, la banque, elle va regarder les comptes, et c'est là où il faut vraiment avoir des comptes irréprochables, parce que si la personne avec un loyer de 500 euros n'arrive pas à finir son mois comme il faut, parce que ça va être sur 1 500, alors il peut être très très bon en endettement, très très bon, mais la banque, elle ne lui fera pas confiance. Et ça, c'est un des critères qui est très très méconnu, mais qui a une importance majeure dans le cadre d'un prêt immobilier. Et les banques, elles regardent là aussi sur 3 mois à peu près de retour en arrière. 3 mois, c'est ça, les 3 derniers relevés de compte. Oui, toujours 3 derniers relevés de compte. Et là, dans ces cas-là, le conseil numéro 1 que je donne à mes clients, c'est d'épargner. Parce qu'en fait, quand on montre qu'on est en capacité déjà de payer cette mensualité, ça va rassurer, ça va passer ce critère-là au vert. Et enfin, le dernier critère, c'est l'ALTV, Loan to Value, ce nouveau critère qui est l'apport des frais, en règle générale. Pierre, justement, moi j'ai entendu parler que dans certains cas, des dossiers vraiment très très bons, avec les signaux au vert, il était possible, parfois, alors tu me dis c'est peut-être complètement faux ce que j'ai entendu, d'acheter sans apport ou avec très peu d'apport. Est-ce que c'est possible là fin 2025? C'est une question qui est très intéressante. Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours des dérogations possibles à ces règles. Comme toute règle, il y a toujours des exceptions. Et c'est aujourd'hui, en fait, la banque, elle va avoir un système de dérogation qui va être au pourcentage de son chiffre d'affaires immobilier. Donc, c'est-à-dire que si elle prête, je dis n'importe quoi, hein, mais 1 million, elle peut peut-être faire une dérogation sur 100 000. Voilà. Et effectivement, elle va avoir une dérogation sur les meilleurs dossiers. Donc, une personne, et c'est malheureusement l'adage que je cite à mes clients aujourd'hui, c'est un fait, c'est malheureux, mais c'est un fait. Aujourd'hui, on prête aux riches. Et là, effectivement, l'absence d'apport va toucher les plus riches. Ça va être en fait des raisons patrimoniales. C'est-à-dire que la personne qui dit, bah voilà, moi j'ai une assurance vie, elle me rapporte tant, j'ai aucun intérêt à venir dans votre banque si vous me mettez de l'apport. Ben là, peut-être qu'elle peut regarder à faire passer son dossier en dérogation. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'un bon dossier peut le faire, parce que la banque doit être aussi en capacité de le faire. Parce que si elle a fait justement des dérogations hier sur un autre dossier puis qu'elle n'est plus en capacité, ben là, par contre, elle est amendable. Donc, effectivement, c'est assez aléatoire, ça. On pourrait se dire, ouais, mon dossier, il est parfait, il est génial, il peut passer. Non, pas forcément. Okay. Et je vais même aller alors derrière sur de l'exception de l'exception. C'est que ça peut toucher aussi des personnes qui ont un budget assez limité. Alors, moi, je n'ai pas ces dossiers-là. Pour la simple et bonne raison que, concrètement, le but du courtier, c'est de mettre en concurrence les banques. Mais qui peut faire confiance à un client qui est un petit peu... où son dossier est un petit peu compliqué, un petit peu atypique, qui peut plus lui prêter que sa propre banque, qui va le connaître. Parce que n'importe quelle autre banque, en fait, ne le connaît pas. Donc moi, ce genre de dossier, je vais même pas les prendre, parce que ce serait une erreur que de les prendre. Ce serait de faire perdre du temps à mon client, finalement. Donc ça, c'est très intéressant de le voir. C'est emprunter sans apport est possible, mais par contre, attention, il faut s'attendre à 9 fois sur 10 se voir fermer la porte au nez. Et j'ai eu le cas sur d'excellents dossiers qui sont venus me voir, qui m'ont dit j'ai pas d'apport. Ma banque m'a dit oui. J'ai dit monsieur, je ne pourrais pas faire. 2 mois après, vous aviez raison. Et je ne veux pas dire que c'est impossible, parce qu'il y a toujours des exceptions à la règle, et puis après je vais passer pour un flanc parce que j'aurais dit c'est pas possible. C'est possible, mais c'est pas la norme. On ne peut pas jouer dessus. Des cas exceptionnels. Okay. Et est-ce qu'un courtier emprunte à un meilleur taux qu'une personne lambda ou est-ce que Pierre Roca emprunte? Exactement. Ou par exemple, non mais là c'est un petit peu la blague pour parler de toi, mais est-ce qu'un banquier qui est dans sa banque va avoir des meilleures conditions du fait de sa position ou la famille du banquier parce que mon cousin travaille dans une banque? Est-ce que je peux avoir un petit peu des passe-droits? Est-ce que ça peut arriver, se voir? Oui, bien sûr. Il y a des avantages à travailler en banque. Ça, c'en est un levier. Hein.
c'est que les gens qui travaillent en banque ont des taux qu'on appelle employés. Et ces taux employés peuvent être beaucoup plus bas que les taux pratiqués en réalité. Ma compagne est bancaire, j'en ai profité. Et là, pour le coup, c'est même pas le fait que je suis courtier. Ça n'avait rien à voir. C'est le 5e conseil que tu peux donner, c'est de sortir avec un ou une banquière. Avoir des bons contacts. Ou un très très bon courtier. Ou un très bon courtier, c'est peut-être plus simple. Ça évite de se mettre des gens à dos. On a la conclusion de ce sujet. Merci pour vos échanges intéressants. Merci. Pour finir sur ce sujet, pour clôturer, petit sondage, vous voyez les taux comment dans 6 mois? Rapidement, plus haut, plus bas. On dit ce qu'on veut ou on dit ce Vous qu'on dites ce que vous pense? pensez. Vous faites la réponse que vous voulez. Réponse diplomatique ou la Ouais, c'est ça. Ce que vous pensez. Après, je vous ferai une petite Moi, je veux la stabilité. Enfin, je pense que ça Je va, pense ça que va ça rester va. stable. Il y a les petites problématiques avec le gouvernement Voilà, actuel. c'est ça le problème. Mais ça... Je pense pas que ça... Donc, Stéphane, plutôt stable. J'espère rester entre 3 et 4%. Dylan, stable. Une stabilité avec une légère hausse. Je pense quand même que ça va Légère hausse. légèrement augmenter, mais pas quelque chose de significatif pour mettre des freins pour que ça perturbe Stabilité, le on marché. aimerait bien, légère hausse. Pareil, stabilité avec une légère hausse. Légère hausse. Et L'expert. Pierre. Attendez, On ne prononce pas. avant Pierre, on avait aussi le droit d'avoir ton avis. Moi, je pense qu'on aura une légère hausse aussi. Ah, Mais pas beaucoup. Le président de CAFPI a dit « Une nouvelle baisse des taux semble être une option qui n'existe pas. L'incapacité des politiques à fournir au pays un budget pour 2026 pourrait avoir un impact avec Ouais. comme conséquence une hausse des taux. Mais celle-ci devrait rester contenue. » Ce que dit un peu Dylan. C'est exactement pour ça que je ne me prononce Je dis pas que c'est la sérieuse, mais c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Ce sera un cas, hein. Ce sera exactement ça. En fait, on ne sait pas aujourd'hui. Et en fait, tout va dépendre de cette loi, justement, de ce budget. Pardon. Ce budget 2026. Maintenant, ça se trouve, on va très bien s'en sortir. Hein, Ça va se stabiliser, mais pas à la baisse en tout cas. Enfin, ça va pas aller à la baisse. Bon, en tout cas, c'est l'occasion d'investir maintenant et sur Ah des oui. projets, il ne faut pas hésiter. Parce Concrètement, qu'on- en 2019, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti la planche à billets. Hein. Alors que rien n'était. Le pays était dans la merde, hein, en gros. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé les taux pour relancer le marché. On n'est pas à l'abri que ça recommence. C'est pas une bonne Non, solution. non, attention. clairement pas. hein. Mais on n'est pas à l'abri que ça recommence. Donc c'est vraiment c'est aléatoire. C'est impossible de répondre à cette question, je pense. Ça, C'était juste pour avoir un avis et on, Ouais, c'est une. on c'est- reprendra l'édito dans 6 mois et on verra les mauvais Ouais. élèves. On verra dans 6 mois. Bah, merci pour ce thème. Ouais. On va parler, j'ai une petite rubrique à vous faire. Des petites questions, chacun donne son avis. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Enfin, s'il y a des mauvaises réponses, mais si vous vous trompez, ce n'est pas grave. On va voir un petit peu, c'est des questions atypiques. Donc, Et il y a quoi à gagner? c'est moi qui déciderai à la fin de l'émission en fonction des réponses. Parce que si le gagnant a eu une bonne réponse sur 4, pour moi, il mérite rien. Voilà, c'est mon avis. Très joueur, je te Non. dis. Pour vous, il faut donner un chiffre, un pourcentage. On va commencer par Julien, Stéphane, et après on changera l'ordre. Combien de parts des Français sont propriétaires en pourcentage? 40%. 50%. Donc Julien 40%, Stéphane 50%, Pierre, Entre 55 et 60%. Pierre entre 55 et 60 et Dylan. Alors moi j'ai déjà une question, une petite précision à te demander. Triche, ça y Je est. vous ai dit que je prenais ça très au sérieux, Oui. très à cœur. Tu dis quelle part des Français, mais est-ce que c'est les Français, tout Français confondus, donc de 0 à 99 ans, ou bien c'est sûr. les Français actifs? Les Français Est-ce que actifs. c'est les Français à partir de 18 ans? Parce que ça change quand même la donne. Exactement. Ce sont les Français actifs en capacité d'acheter, donc après 18 ans et qui travaillent. 47%. C'est Pierre le plus proche, on est à 58%. Bravo. Et Pas vu mal. sa réponse, j'ai l'impression Oui, que il ça- était convaincu. Bravo à toi. Ouais. Le pourcentage des Français, encore un pourcentage, qui visitent au moins 5 biens avant d'acheter. Vous trichez. Bah, on triche, on a quand même Ah, tous c'est les cas de difficile, figure, hein. je le Parce savais qu'on pas a avant de des le gens- lire. Et puis Ah on ouais. a des Ah. gens qui nous achètent au bout d'une visite, honnêtement, Ah oui, c'est ça, du oui. pas béni. J'ai fait une visite tout à l'heure, la personne me dit j'ai visité 20 biens. Pour se rendre compte un petit peu des... J'ai visité 20 biens en une semaine. Donc c'est difficile de faire une moyenne, c'est une très très bonne question. Tu peux la répéter clairement? Combien de pourcents des... Est-ce que vous pouvez répéter la question? Combien de pourcents des Français visitent au moins 5 biens avant d'acheter? De ceux qui ont acheté, je pense. De ceux qui ont acheté. Oui.
Soyons On fait précis. dire ce qu'on veut aux chiffres. C'est exactement on part ce que dans je ce voulais dire. sens-là, on passe par Dylan Ouais, et puis on c'est va Et on va comme ça. commencer par Dylan, évidemment. Et la dernière question, on inversera encore. Qu'est-ce que vous pouvez répéter la question? Non, c'est- Non. Donc, il visite plus de 5 biens, on est d'accord. Hein. On va pas... 5 biens ou plus. 5 Avant biens ou d'acheter, plus. ouais. 33%. Pierre, Moi, j'aurais dit 70. 70, il n'y a pas de. 80%. Ah ouais, autant? Ouais, Il n'a pas ça va, bonne réponse. ouais, je pense 50%. Stéphane le plus proche, 82% Ah ouais, des gens. Ah, bah, Visite Combien Ouais, de clients, combien de clients vous voyez, ils font combien de visites vos clients? Il y en a combien qui font une offre à la première Donc visite? plus de 8 sur 10. Donc, ça montre aussi. Je pensais quand même pas autant. Ouais, sachez aussi que vous n'êtes pas le seul conseiller, hein. C'est Oui, un, certes. c'est un métier qui est Ça, concurrentiel. Donc les clients n'ont pas vu que vous, Mm. ils en ont peut-être vu 4, Ah, 5, tout à 6 fait, ouais. autres avant. Et là, on voit la parole de l'expérience, Stéphane, qui a un petit peu plus d'expérience que nous tous dans l'immobilier, qui a le juste mot. Félicitations, Stéphane. Et la dernière question, on va commencer par Pierre, ensuite Stéphane, Dylan et Julien. Est-ce que c'est une question qui est tout double? C'est encore un pourcentage. Et non, Non, parce que Dylan aimerait faire un camoulox, hein, je pense. Non, j'aimerais juste gagner quelque chose. Et là, bah, du coup, j'ai tout confondu par agence ou entre particuliers en direct. Pourcentage des compromis qui n'aboutissent pas. Pour des fautes de financement ou qui n'aboutissent pas. Donc, compromis signé avec l'agence et signé avec le notaire, tout Ouais, confondu. tout confondu, mais qui n'aboutissent pas et qui tombent. Et pour une raison X ou Y. Une raison X ou Y. Les préemptions, les choses comme ça, est-ce que c'est compté comme tombé à l'eau? C'est compté de tout ce qui n'aboutit pas. À l'agence, on n'en a pas énormément, j'ai l'impression quand même. Non. Non. Et là, il y a Très aussi peu, de ouais. particulier à particulier. Ouais, bien C'est sûr. ça qui fausse, c'est ça Oui, qui m'a oui. faussé. C'est vrai que toutes les agences ne travaillent pas forcément comme nous. C'est pour ça qu'il faut passer par une Et, agence, le blanc immobilier. Bien joué. Et, Pierre, ta réponse? Elle est dure, celle-là. Je dirais 20%. Je dirais 27%. on va pas redire la même réponse que quelqu'un d'autre. Si, tu as le droit. Je dis 21 pour faire comme Pierre. 25. Vous n'êtes pas très loin. Qui a dit 20? Moi. On a 16%. Ah ouais, Non, ça va. Ouais, ça va, ouais. C'est quand même. Alors, je trouve ça quand même haut. Enfin, nous, on a. Bah, on a non, mais nous, c'est. Ouais, ouais. ça fait, Il faut dire pas que- loin de 2 sur 10. C'était sur quelle année, ça? C'est 2024. 2024. Ouais. Après, Mais non, mais parce que 2023, je suis sûr que c'était pas ça. Oui, aussi, ouais. Et puis comme dit, les chiffres sont faussés aussi parce que bah, les gens qui vendent, les propriétaires qui vendent de particulier à particulier, il n'y a aucune vérification du financement dans la plupart des cas qui est fait et forcément ça peut entraîner de nombreux... C'est trop dur pour un particulier qui vend sa maison de demander un accord à l'acquéreur. C'est quelque chose qui est trop difficile à faire. Donc, Complètement d'accord. Bon, bah, Pierre, 2 réponses les plus proches, c'est pas une. Bravo, l'invité. Tu reviendras. bravo, T'as l'invité, gagné le droit de, Lumière, tu veux. de revenir. Voilà. Voilà pourquoi je ne l'ai pas donné le cadeau. Je t'enverrai plus un client. Je suis désolé. Tu peux lui serrer la main quand même. Je rigole, je t'aime bien. Donc voilà, c'était la première émission contre-visite par Loup Blanc Immobilier. J'espère que vous avez passé déjà un bon moment. Oui. Très Ouais, bon moment. merci beaucoup encore. de Je votre vais remercier tout particulièrement Pierre Roca, donc de Négopré. Dis-nous où tu es situé et rapidement tes heures d'ouverture et ce que tu fais. Même si on l'a appris à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu fais, Pierre? Alors, Qu'est-ce que tu fais là? Le montant de tes honoraires. Courtier et négociateur en prêt immobilier, 10 rue Émile Zola à Belfort, en face des jardins de la préfecture, depuis 2023, et puis sur les sites négoprébelfort.fr, sur les réseaux aussi, c'est la même chose. Ben, en tout cas, merci vraiment pour ta présence. N'hésitez pas à les consulter, à les contacter. Ils sont une belle petite équipe. Et puis j'ai gagné. Et il a gagné. Et voilà, vous pouvez y aller en toute confiance. C'est des courtiers très, très professionnels et très, très accueillants. Donc, encore merci à toi. Et on espère te revoir bientôt, même peut-être avec de tes collègues de l'agence. T'es le Et bienvenu. puis, pour nous, merci à tous. J'espère que tout le monde a passé un bon moment. C'est l'heure de clôturer cette première web radio, cette première édite. Et il y en aura d'autres. N'hésitez pas sur les différentes plateformes sur lesquelles cette web radio sera publiée à commenter et à donner les prochains sujets. Ouais. Si vous avez des Les envies, sujets des à questions. aborder, Des questions. notamment des questions, On les essaiera DPE, d'aborder. C'est vrai que là, pour l'instant, on a monté tout seul cette émission, principalement par Julien, et encore bravo pour cette émission de qualité. Mais en tout cas, là, on espère qu'il y aura de nombreuses vues. Et si vous avez des sujets à aborder, des envies particulières, on sera un réel plaisir d'y répondre à la prochaine édition.
Tout à fait. Soyez inventifs et puis à très bientôt pour Contre-Visite et merci à tous. À très Ouais, bientôt. merci. Bien joué.